Pour moi, tout est possible. Si on se donne les moyens, on arrivera toujours à nos ambitions, à nos objectifs. Il y a Dame5 qui nous demande quels étaient ou quels sont euh, tes plus importants leaks mentaux que tu avais avant l'aventure PMS, avant de travailler avec moi et avant de travailler avec peut-être d'autres coachs mentaux, je sais pas, et que tu n'as plus maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment des évolutions? Il y a un truc au niveau de la confiance en moi, dans mon EV, peut-être, quand j'ai commencé le poker et que je jouais en plus petite limite, ça m'arrivait de me dire, si je joue en 100, ah, c'est un joueur de 400, il est peut-être meilleur, il est forcément meilleur, et d'avoir un descendant psychologique en quelque sorte. Maintenant, sans prétention, et je dis pas que je suis meilleur que qui que ce soit, mais quand je suis à une table en MTT, même si elle est full top règle, des tritons, super rollers, ce que vous voulez, c'est peut-être faux, mais j'ai pas l'impression d'avoir un désavantage et je suis confiant. Et j'aborde chaque situation avec confiance. Et même si je fais des erreurs, genre, il n'y a pas un moment où je me dis je vais me faire défoncer, ils ont l'aide, j'ai la tête sous l'eau et qu'est-ce que je vais faire ici ou là. Je suis très confiant. Après, si j'ai un désavantage, bon bah tant pis, mais je me pose pas de questions quoi. Genre, donc ça c'est un truc qui a beaucoup changé. Je sais pas si j'ai eu un déclic ou quoi que ce soit. C'est un travail de longue haleine, hein. Apprendre à gérer le perfectionnisme, apprendre à gérer les pensées, les doutes, la partie en nous qui veut un peu tout le temps nous limiter. Et ça m'arrive de ressentir un gros désavantage, mais généralement c'est sur d'autres formats de jeu, contre des joueurs qui sont extrêmement forts. J'ai joué des heads-up PLO contre les tout meilleurs mondiaux. Parfois ça s'est bien passé d'ailleurs, parfois pas du tout. Et j'ai vraiment, là pour le coup, eu la sensation de me faire défoncer. Et Et là, c'est oui. ça qui est fou avec toi, c'est que tu vas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, Bah, c'est comme et ça que j'ai. voilà, moi comme ça que je te connais et je trouve ça Bah, juste. Pour moi, c'est ta force numéro un, c'est d'oser aller prendre des risques comme ça pour aller ouais, voir, enfin, c'est quoi. aussi une faiblesse, hein. Ça m'a fait perdre énormément d'énergie. J'ai raté des belles tables de SH parce que j'ai battle des règles en HU et les tables qui pop-up à côté, je pouvais pas les ouvrir ou alors j'avais pas l'énergie de les jouer parce que j'étais en fin de session. J'ai perdu de la bankroll aussi en jouant contre eux. C'est pas le meilleur raccourci pour monter une bankroll. En revanche, c'est ce qui m'a permis de beaucoup progresser, de toujours aborder mes sessions avec plaisir, même si ça fait pas plaisir de prendre des grandes claques en HU. Mais c'est ce qui m'a fait progresser, c'est ce qui m'a ouais, donné du plaisir en jouant. Si j'avais toujours pas monté, j'aurais peut-être pas eu autant de plaisir. C'est Je ça sais qui a pas. construit ta grande confiance aussi, hein. Parce que Ouais, la aussi. grande confiance se mesure, on va dire la vraie confiance, euh, et se construit dans le fait d'aller prendre des risques, de se prendre des claques, de réajuster, recommencer, repartir, et finalement d'y arriver par itération. Et à un certain moment, on se dit, voilà, voilà ce que j'arrive à faire maintenant. Et toute la fausse confiance, c'est un peu du bullshit, tu sais, parfois de visualisation, de méthode couée, de trucs comme ça qui finalement, face à la grande pression, s'étiole. Alors que quand toi, tu allais construire dans la matière des vraies victoires, grâce en fait à des challenges que tu as su te dépasser, etc., et te relever et repartir, là, tu construis vraiment des compétences intérieures très puissantes, de la résilience ou même de la gestion du stress, etc. Et la confiance, elle vient se bâtir là-dessus. Donc même si tu as perdu de la BR et tout, la grande confiance qui semble t'animer aujourd'hui, qui te donne, qui t'autorise cette ambition, en fait, tu l'as peut-être bâtie aussi dans ces dépassements qui t'ont fait perdre de la thune sur le moment, Puis, quoi. il y a un truc aussi, c'est j'ai toujours abordé ça. C'est pas forcément le meilleur moyen sur du court terme, comme un jeu vidéo. Mais sur le long terme, je pense que c'est une bonne chose parce qu'une carrière, c'est long et j'ai toujours pris du plaisir dans mon grind, même si parfois c'était pas très élevé. Prendre ça comme un jeu vidéo et les zéros qu'il y a sur le compte, je réfléchis pas à combien ça coûte, enfin combien j'ai gagné, combien j'ai perdu. C'est juste des points sur un compte et j'ai essayé de prendre du plaisir dans mes sessions de jeu. Si on peut comparer ça, je sais pas, un jeu vidéo, j'en ai pas en tête, mais quand vous jouez à un jeu vidéo, généralement, vous allez essayer de jouer les formats du jeu vidéo ouais, qui vous donnent du plaisir. Vous allez pas essayer de jouer le format très chiant qui vous permet de grappiller un petit peu de points ou d'expérience je sais pas, mais on joue à un Après, jeu pour se toi, dire. tu peux dire ça aujourd'hui parce que ça fait 15 ans quasiment que tu es joueur de poker, tu as une rôle maintenant, tu vois, confortable qui te permet machin. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas du tout dans cette situation et qui ont besoin d'aller grappiller, tu vois, les trucs chiants pour monter une BR. Mais ensuite, une fois que ça c'est en place, peut-être effectivement aborder ça un peu comme un jeu de skills, un jeu dans lequel tu vas t'améliorer et où la finalité
et peut-être justement les compétences, le challenge, le plaisir, etc., plus que l'argent. Mais avant d'en arriver Ouais, là, encore une fois, ouais, faut bâtir. Mais tu te souviens plus, il y a 15 ans, comment t'étais, on est quoi. tous différents, on a tous besoin de choses différentes. Peut-être qu'il y en a pour qui ça fonctionne très bien d'avoir l'impression d'être au travail, en quelque sorte, Hmm. de faire ces 6 heures régulières de telle heure à telle heure, le même format de manière robotique. Et d'autres qui ont besoin juste de plus apprécier le jeu, la logique qu'il y a derrière et explorer les différents formats. Et bon, Donc bref. toi, la notion de plaisir, elle est vraiment fondamentale. J'ai vu ça, Ouais. c'est Léo Marguette qui disait, si je prends pas de plaisir, que je m'amuse pas, je joue mal. Ah ouais, c'est trop important. J'adore la logique qu'il y a derrière le jeu. Je prends ça vraiment comme un jeu vidéo, j'adore les jeux de logique, bref, j'ai des jeux en tête, mais j'aime bien je sais pas, les échecs ou Warzone, c'est un jeu en 2D tout pourri sur téléphone, un peu semblable aux échecs, mais j'ai abordé le poker un peu comme un jeu de logique qui essaie de comprendre pourquoi le solver il aime overbet cette situation, pourquoi il sait bateau de fréquence cette situation, et là, je réfléchis à la logique du jeu sans me soucier de lever. C'est pour ça que j'ai perdu parfois pas mal d'argent sur des parties qui n'étaient pas profitables. Mais ça stimulait mon cerveau parce que je trouvais ça intéressant. Et puis j'ai progressé comme ça en fait. J'ai pas réfléchi en EV à chaque fois, quoi. Enfin bref. Alors Damsan nous demande, quelle est la croyance limitante qui a eu beaucoup d'impact sur ton poker, donc qui t'a pas mal freiné, ou dans la vie en général, et que tu n'as plus aujourd'hui, que tu as su surmonter? Enfin, pour le coup, il y a peut-être l'inverse. Des joueurs qui ont des croyances limitantes qui me viennent à l'esprit que j'ai pas eu. Mhm. Par exemple, j'en entends qui disent, tu sais, je leur dis, bah, il faut, enfin, parce que c'est des joueurs de Hold'em ou de Spin, et je leur dis, quand PLO, là, 5 sur Wina, la game, elle est belle, ils devraient s'y intéresser. Oui, mais je suis joueur de Hold'em. Je fais, et alors? Mhm. Et ils croient qu'en fait, ils peuvent pas devenir gagnants. En fait, c'est la Mhm. logique du jeu, une fois qu'on l'a, elle est appliquée. Enfin, évidemment, les règles sont différentes. Il y a d'autres choses à apprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on est joueur de Hold'em qu'on peut pas être gagnant en PLO en 6 mois. C'est largement possible, même facile, si on bummant, etc. Donc il y a ce genre de croyances limitantes où il peut y en avoir d'autres, mais lesquelles j'ai eu moi, j'en vois pas. Peut-être toujours eu un excès de confiance, mais je sais pas. Je sais pas. J'en ai D'ailleurs, pas. est-ce que tu as toujours été comme ça dans la vie, depuis que t'es gamin? Ou est-ce que cet excès de confiance, ou ce biais d'optimisme, ou je ne sais quoi, cette grande confiance du moins, tu l'as bâti progressivement, peut-être grâce à tes challenges ou à autre chose? Non, je suis sûr qu'il y a des exemples où je dois avoir des croyances limitantes, mais de manière générale, je suis très optimiste. Ça me rappelle un débat qu'on avait à Lyon avec des amis. On était à un dîner et on parlait, pour le coup, de l'exemple de si tu prends un jeune qui a genre 6 ans, tu le mets dans les meilleures conditions possibles, avec les meilleurs parents possibles, une nutrition parfaite, le meilleur coach, il est motivé, il s'entraîne à fond, etc. Il a un très bon mental, tout ça, il se blesse pas, etc. Est-ce que tu penses qu'il arrivera à jouer en Ligue 1, par exemple, au foot? Hmm. Quelle est la probabilité qu'il joue en Ligue 1 dans ces conditions? Et moi, dans ma tête, quelqu'un qui fait parfaitement les choses, à condition évidemment qu'il est motivé, qu'il prend du Hmm. plaisir et que voilà, mais c'est 100%. Genre, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de débat. Hmm. Et pour eux, oui, non, c'est trop compétitif. Il y en a plein qui sont dans sa situation. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais je suis pas d'accord. Oui, c'est très compétitif. Il y a très peu de place. Mais est-ce que tous font aussi bien les choses que ce qu'on présente là? Genre, Hmm. un environnement parfait, nutrition parfaite, entraînement parfait, pas de blessure. Non, dans des conditions idéales, pour moi, tout est possible. Si on se donne les moyens, on arrivera toujours à nos ambitions, à nos objectifs, dans la limite évidemment du possible. Si tu veux être numéro un mondial de tennis, bah non, là par contre, je suis Hmm. d'accord, c'est pas possible. Là, pour le coup, il n'y a qu'une place. Mais je veux dire par là, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense. Je Hmm. pense qu'il y en a beaucoup qui sont bridés dans leur esprit sur ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Et je pense qu'on soupçonne pas. On soupçonne pas nos limites. Ouais. Ah, ça, c'est mon credo, hein. On peut bien plus qu'on ne le pense, on est bien plus fort qu'on ne le croit. Tu sais que c'est une étude, une expérimentation qui a été faite par un psychologue, je crois, hongrois, si je me plante pas, dans les années 80. Il a passé une petite annonce, il voulait prouver exactement ce que tu viens de dire. Alors lui, c'était pas en Ligue 1, c'était dans un domaine, mais on ne sait pas encore lequel, ça sera le gamin, enfant, qui découvrira le truc pour lequel il est hyper passionné. Et on ira dans ce truc-là. Donc tu vois, c'est pas genre, je vais en faire un footballeur, c'est, il va kiffer un truc, la
guitare, la peinture, le sport, je sais pas. Et en fait, je vais l'emmener à la Ligue 1 de ce truc-là. Et ouais, Ouais. dis-moi. Non, non, mais je réfléchissais à ça. Peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression, c'est une intuition, hein, mais je me trompe peut-être complètement, que si quelqu'un se donne les moyens à 100% et qu'il est motivé dans la bonne direction, on peut atteindre le haut niveau en 3 ans dans presque tous les domaines. C'est mon intuition. En 3 ans, 4 ans, peu importe. Mais Alors, Ericsson peut-être pas les tournerait en échecs. 4 ans. C'est un Peut-être pas les peu. échecs. Quand je dis le haut niveau, c'est pas le top 3 mondial. Ouais. Mais on peut être presque pro dans presque tous les domaines si on se donne à 100% les moyens dans. Peut-être que là, les gens vont m'insulter dans les commentaires. Bah, Parce que pour les il y a une échecs, pour le étude coup, c'est pas scientifique, possible. hein, c'est celle de Anders Ericsson dans le livre Peak, qui était un psychologue qui était peut-être le spécialiste de l'excellence, de la psychologie de l'excellence, qui a démontré que la fameuse règle des 10 000 heures, c'est pas tout à fait une règle. Dans certains domaines, c'est plutôt dans les 7 500, dans d'autres domaines, c'est plutôt entre 15 et 20 000. Mais on pourrait vulgariser la règle des 10 000 heures de Malcolm Gladwell en disant qu'il y a quand même de la vérité là-dedans, à la seule condition qu'on ait une méthodologie de pratique vraiment bien structurée, et qu'il a appelé la Hmm. pratique délibérée. Et avec ces 10 000 heures qui correspondent à peu près, ces 4 ans, si tu bosses 8 heures par jour, 6 jours par semaine, et à peu près 10 ou 11 mois par an. Et ça donne à Ouais. peu près 10 000 heures. Donc tu vois, ça rejoint un peu ton intuition, hein. Il y a un Bah peu de fait. ouais. Et même dans le poker, quand je regarde, j'étais à Vegas avec un joueur qui jouait depuis 3 ans. Il avait un niveau de réflexion dans le jeu et il jouait déjà très cher. Ça me paraît évident qu'il faisait déjà partie des meilleurs Français et peut-être qu'il maintenant il l'est, j'en sais rien, peu importe. Mais ça faisait 3 ans qu'il jouait. Bref, j'en suis convaincu et voilà, Ouais, bref. clairement. Et juste pour revenir sur la petite anecdote, donc le psychologue voulait prouver ça. Et il a donc passé, parce qu'à ce moment-là, on croyait que tout était lié à ta génétique. Donc il a dit, ben, c'est simple, je vais mettre une annonce dans un journal et où je vais dire, est-ce qu'une femme est prête à faire des enfants avec moi? Et on tente cette expérimentation. Donc d'un point de vue éthique, c'est juste horriblissime. Et il y a donc donc avec une grosse somme d'argent, donc une femme de ménage qu'il ne connaissait pas, bien sûr, a sauté sur l'occasion. Ils ont eu 3 filles ensemble. Et les 3 filles, il les a donc observées. Et en fait, lui, il était passionné d'échecs. Et il était prof d'échecs aussi. Et il a vu que ces filles, en fait, adoraient les échecs. Les 3 filles, elles sont devenues maîtres internationales. Et c'était la première femme, je crois, à être maître internationale aux échecs, en fait. Et les 3 sont devenues championnes des États-Unis aux échecs. Donc numéro 1. Voilà. Et entre guillemets, il a eu la réponse à son truc. Mais avec, bien sûr, encore une fois, une méthodologie très structurée, etc. T'as un gars aussi, entre les échecs et puis les arts martiaux, qui a fait la même chose. J'ai oublié, il y a eu un film sur lui. J'ai oublié son nom, je sais pas si tu te souviens. Où il a été champion du monde, je crois, d'échecs. Enfin, peut-être pas champion du monde, mais en tout cas très très haut. Et on lui a dit, oui, mais c'est parce que vous avez des facultés cognitives exceptionnelles, c'est votre génétique. Il dit, non, c'est toute la méthodologie que j'ai mis en place. Donnez-moi un sport, je vais vous faire la même chose. Et il a fait la même chose dans un des arts martiaux, je sais plus lequel, où il est devenu aussi champion du monde. Et donc, pour montrer que c'était pas une Ça m'étonne génétique pas. particulière. C'est juste que dans la vie, il y a très peu d'exemples de gens qui sont prêts à sacrifier. C'est un sacrifice, Hmm. c'est leur vie pendant 3 ou 4 ans pour aller tout droit dans un domaine et en pensant qu'à ça, voilà, Hmm. c'est un acharnement. Après, il faut être déter, quoi. Ouais. Mais il y a très peu d'exemples, mais pour ceux qui veulent vraiment se donner les moyens, je pense, ouais, il y a beaucoup de possibilités, ouais. Thomas nous demande sur quel aspect, poker, technique ou mental, tu estimes avoir la plus grande marge de progression aujourd'hui. Tout ce qui est lié autour du mental, des routines, de beaucoup de choses. Je transmets une image sérieuse d'un joueur sérieux, mais la réalité, elle est tout autre. Je travaille pas autant mon jeu que ce que les gens pensent. Je le travaille au fur et à mesure, des mains que je note sur mon téléphone où j'ai des doutes. Et ça m'arrive de pas travailler mon jeu du tout pendant 1 ou 2 festivals. Et c'était pareil online, genre. J'avais tendance à travailler mon jeu suite à des gros downswings quand je commençais à douter. Et bah, quand on gagne, quand on a des périodes où on run good et on fait que de gagner, 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 on a forcément un peu moins de motivation pour travailler son jeu. Et quand ça se passe moins bien et qu'on se remet en question, bah, je le travaillais. C'est comme ça que je fonctionne. Encore une fois, on fonctionne tous différemment. D'autres, ça leur convient mieux de faire du 8 heures, 10 heures de la théorie, enchaîner avec une session de grind. Moi, j'ai jamais. Enfin, j'ai essayé plusieurs choses en début de carrière. J'ai été ce joueur-là aussi, mais ça me convenait pas. Je profite mieux de ma carrière avec plus de liberté. C'est ce que j'ai cherché quand j'ai commencé le poker.
avoir plus de liberté. J'avais du problème avec l'autorité, que ce soit parentale ou avec mes profs. J'étais assez difficile. Et être joueur de poker, ça m'a permis d'être totalement dépendant sur tous les plans. C'est pas forcément évident parce que pour la première fois, vu qu'on n'a pas de contrat à rendre, c'est très facile aussi de se laisser glisser, pas mettre de réveil et avoir une vie un peu débridée, Hmm. ce qui a été le cas sur mes premières années de carrière. Mais après, je sais pas, c'est cette liberté, comment dire, j'ai envie de la protéger. Hmm. C'est ça que j'ai cherché, c'est la vie que j'ai voulu avoir et j'ai pas envie d'avoir une carrière où je me mette, comment dire, trop de pression par rapport au travail qu'il faut faire, par rapport aux routines, par rapport aux trucs. Je sais que je suis pas parfait. J'essaie de trouver cet équilibre où je fais pas n'importe quoi sans que ça soit trop contraignant non plus. Donc, je pense que j'ai des progrès à faire pour avoir un cadre quand même minimal à respecter, mais je me mettrai jamais trop de pression par rapport à ça. Ton mode d'emploi, quoi. Tu t'écoutes et ça marche pour toi. Et j'ai envie de dire, voilà, respectez la façon qui marche le mieux pour vous et écoutez-vous et soyez heureux tout au long du chemin en faisant un truc qui vous parle. C'est ça, c'est ça. Poker Stack Liberty demande pour le Final Day, est-ce que tu as visualisé un peu ton plan de jeu en fonction des différents scénarios possibles? Pas du tout. C'est comme chaque jour, les gens savent, ils ont regardé sur Random Mob qui est à la table, les stacks en présence et tout. Moi, alors là, j'arrive, je sais pas du tout qui est à ma table, les stacks, les trucs. J'ai pas regardé des HH qui ont pu être postés sur Poker News ou quoi que ce soit. Donc, je suis vraiment le mauvais élève, comme je l'ai été quand j'étais en cours. Mais j'adore le jeu. Donc, j'aborde chaque situation d'un point de vue purement. Mais c'est dommage parce que je laisse beaucoup de V, c'est sûr. Mais non, je me suis pas visualisé les différents Après, scénarios. peut-être que c'est pas ta façon de fonctionner. On sent que chez toi, il y a cette notion de jeu là qui apparaît très souvent. Cette notion d'instant présent dans lequel tu es focus un coup après l'autre. Et Ouais, justement, c'est peut-être après toute l'anticipation, si on n'est jamais dans l'instant présent et qu'on mais, est à ouais, respecter un plan préétabli, c'est pas bon non plus, mais, hein. Donc, mais quand même, je pense que là, je devrais faire un effort parce que ça me fait penser au heads up sur invitation à 1000 euros qu'il y avait il y a très longtemps, c'était il y a 10 ou 15 ans sur pokerstars.fr, où pour le coup, j'étais beaucoup plus, comment dire, je trouve pas le mot, mais il y avait des heads up qui étaient en cours. Moi, j'avais terminé le mien. Je regardais les heads up en cours, je hmm, prenais des notes mentales ou écrites sur ce que je voyais au showdown, et ça m'a permis de faire des plays que j'aurais jamais pu faire autrement hmm, quand je me retrouvais contre le joueur en question sur les tours suivants. Et parce que j'avais des notes sur comment ils allaient jouer certaines façons, hmm. certains coups. Et là, c'est pareil, genre en me privant d'avoir des infos qui sont disponibles sur Poker News, sur des showdowns qu'il y a pu avoir, c'est des infos qui sont précieuses Bien et sûr. je les prends pas. Et Donc, le prochain invité, je le dis pas comme ça maintient un petit peu le suspense, qui est aujourd'hui peut-être le meilleur joueur de cash game français, en no limit, en fait, fonctionne énormément comme ça. Il a des notes de ouf et en fait, il s'adapte. Donc, on voit que là, il y a des modes de fonctionnement totalement différents et qu'il y a aussi beaucoup de V à aller prendre des notes, à aller comprendre pourquoi il joue ça, comment il voit le jeu, dans quel nœud, en fait, de l'arbre, il vient mettre tel range, etc. bah oui, Et ouais. c'est marrant parce que c'est ce que je fais online. Je fonctionne avec prise de notes online. Je joue pas avec un HUD. J'ai longtemps fonctionné avec le HUD et finalement, ça me piquait trop les yeux quand il y a plein de tables avec des chiffres de partout. Ça me Mhm. faisait chier. Du coup, j'ai presque toujours fonctionné avec la prise de notes écrite sur tous les pseudos et j'ai beaucoup de notes mentales sur les pseudos, sur comment ils voient le jeu, etc. Mais bizarrement, en live, c'est purement plat, par Tiens, flemmard. d'ailleurs, Poker Stack Liberty qui a une app pour les joueurs de live, bah, peut-être que dedans, tu vois, il y a un truc. Voilà. Je fais un peu de pub parce que j'ai discuté avec lui. Et c'est un mec très sympa qui essaie beaucoup d'aider la commu française en donnant des petits outils. Je crois que c'est pas très cher leur truc. Et que quelque part, bah, ça permet peut-être de prendre des notes justement, tu vois, sur ton téléphone ou quoi. C'est organisé. Alexandre demande qu'est-ce que cette win va changer dans ta vie? Forcément, d'un point de vue financier, ça nous sécurise énormément. Ça permet d'appréhender des futurs downswings ou d'investir, voilà, on est mieux financièrement, ça c'est sûr. Donc voilà. Si là je me prends un moins 200 000 euros sur le prochain festival, va me faire ni chaud ni froid. Alors que si j'avais pas eu cette win et ni celle de Vegas, ça commencerait à faire bien chier. Mais Hmm. non, on va aborder les prochains festivals avec plus de légèreté, moins de pression.
Hmm. Même si quand j'ai de la pression, je continue à jouer mon jeu, ça affecte pas mes décisions, je pense. Mais en tout cas, tu peux ressentir en tout cas de la frustration si ça se passe pas bien, alors que là, j'en aurais probablement pas sur les prochains festivals. Donc c'est surtout ça que ça va changer. Après, sur les parties que je vais jouer, un petit peu aussi, je vais peut-être pouvoir prendre plus facilement des shots sur les parties à 25 000 euros, des trucs comme ça, sur les tournois à 25 Hmm. 000. 50 000, je me vois pas les jouer, même après cette win, c'est beaucoup trop cher. Mais ouais, 25 000, je vais pouvoir les rejouer. Trop bien. Nicolas demande qu'est-ce qui a été le levier pour toi, peut-être le plus important pour devenir un top player? Si tu devais donner un conseil ultime pour faire évoluer n'importe quel joueur, sous la pression, hein. Déjà, je me considère pas comme un top player. J'ai énormément confiance en mon jeu, mais je sais que je suis capable de beaucoup mieux encore. C'est marrant parce que quand je joue contre des tops, je me sens pas avec un désavantage, je l'ai dit plus tôt, mais j'ai conscience de d'à quel point je peux être encore bien meilleur que ça, quoi. Parce que, comme j'ai dit, je travaille pas mon jeu énormément en termes d'heures par an, c'est pas tant que ça. En termes d'heures par Et semaine, en moyenne, tu as combien? Et tu as été à combien quand tu débutais? Dans les 3-4 premières années et aujourd'hui? c'est pas de manière régulière, comme je t'ai dit. Ça m'arrive de pas étudier mon jeu pendant 6 mois et d'être à fond pendant 3 mois. Enfin, j'ai des périodes où j'ai des pics de curiosité, où j'ai envie par exemple, je matais des cash games Triton, là, je sais pas quoi. Du coup, j'ai pris un abonnement sur GT Wizard et je suis allé vérifier toutes les mains qui sont jouées en cash game, alors que je joue même pas en cash game, en fait. C'est juste que le jeu m'intéresse et je veux capter certains trucs et voilà, je fonctionne comme ça. Alors même que je joue même pas le format. Donc, Mhm. c'est pas par semaine, c'est très dur. Après, oui, on peut faire une moyenne sur l'année par semaine, combien ça représente, mais du coup, c'est très dur. J'aurais du mal à répondre. C'est rigolo parce que là, plein de gens qui nous écoutent dont moi le premier, vont se dire, mais en fait, l'idée c'est de pas avoir de régularité, de structure ou quoi. On fait un peu comme on veut. Et moi, j'ai juste envie de dire, ça marche peut-être pour toi parce que tu en es aussi à un certain stade. Ça marche peut-être beaucoup moins pour d'autres qui sont à des stades beaucoup moins évolués et qui n'ont pas non plus ton fonctionnement cérébral, quoi. Donc, Non, puis aussi, j'ai entre guillemets, le luxe de pouvoir me permettre ça parce que j'ai auparavant regardé beaucoup. Je dis pas que j'ai rien fait, hein. J'ai une très bonne intuition sur les ranges d'open préflop, sur les ranges de 3 bêtes préflop, sur certains 4 bêtes préflop ou fall to 3 bêtes ou to 4 bêtes, les fréquences de C bet ou de check. Là, je pense notamment au board où la fois où j'ai 3 bêtes As 3 off bébé contre bouton, là en table finale contre Suarez et que le flop est venu As 10 briques et le commentateur qui dit bon bah là il va sûrement C bet range un tiers pot et bon j'avais eu la chance d'avoir déjà regardé ce genre de spot et j'avais souvenir qu'il fallait pas bet range un tiers pot mais qu'il fallait bet nos tout meilleurs As de manière assez hmm, chère et au final pas mal check parce qu'on a des rois rois dame dame valet hmm. valet même des 17 off valet 7 off des rois 5 off des trucs comme ça et bah si tu te mets à bet range tu vas te retrouver à beaucoup trop de check turn ou Hmm, alors bah, deux barrels, une range turn à des fréquences normales, disons 50%, mais qui a une équité beaucoup trop faible. Et hmm. du coup, tu te retrouves là encore à jouer des rivers à trop check river ou alors beaucoup trop bluff river. Donc il faut commencer par pas mal check flop. Et donc oui, j'ai travaillé certains spots. Je pense avoir une. J'ai pas énormément travaillé. Je pense que j'ai une bonne intuition sur la logique du jeu. Donc ça m'aide. Et non, je dis pas que j'ai rien fait auparavant. J'ai regardé des trucs, mais c'est pas régulier, on va dire. Jérémy demande quel a été le plus gros défi mental que tu as eu à surmonter pendant ce deep run. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu des tonnes à Barcelone. Est-ce que tu as eu un défi Ah mental si, Ouais. si. Enfin, c'est pas le plus. Enfin, plus gros défi mental, c'est un grand mot. Mais j'ai jamais gagné de tournoi live avant ce tournoi-là. Et ça fait depuis 2013 que je joue en live. Bon, sur les premières années, j'ai très peu joué en live. Puis il y a eu le Covid. Là, même ces 2 dernières années, j'ai eu 6 mois off 2 fois de suite. Donc je suis pas un joueur de live à 100%. Voilà, j'ai beaucoup joué les 4 dernières années. Mais bref. Mais j'ai jamais gagné un tournoi live. Et t'as Donc eu ça comme commence à me. une pensée à un moment à te dire, bah à un moment je vais buzz comme d'habitude. Je sais pas. Ça m'a pas trop occupé l'esprit au final pendant cette TF, heureusement. Mais en tout cas, en dehors du temps de jeu, quand je joue, je suis dans ma game. Mais en dehors du temps de jeu, peut-être que quand je suis rentré chez moi ou avant Barcelone, ou en tout cas entre les festivals, ça a commencé à me travailler. Ouais. Genre, j'arrivais pas à finir. Alors qu'au final, j'ai joué pas mal de petits fields, des tournois à 100 joueurs, 150, 200. Et je sais pas combien de tournois j'ai joué lifetime, mais
c'est sûr que je suis en dessous de lever avant Barcelone sur le fait de ne jamais avoir gagné de tournoi live. Hmm. C'est évident. Tiens, il y a une autre question qui dit justement comment tu sélectionnes tes festivals. Car objectivement, pour les mêmes buy-in, tu as des tournois bien moins relevés que les EPT. Est-ce que toi, tu as, je sais pas, une façon de le sélectionner? Est-ce que c'est la notion de plaisir qui te guide? Carrément, plaisir plus que lever, très souvent. Et ça a été pareil online, hein. Ça dépend à quel point la différence de V est importante. Si elle est faible, bah, je vais là où ça me fait le plus plaisir d'être. Pareil pour online. Enfin, je réfléchis pas en termes de V. À part si, encore une fois, je me répète, si les différences sont trop importantes, là, ça me fait Hmm. réfléchir. Mais si c'est proche, ouais, le plaisir passe avant le V, c'est certain. Effectivement, le circuit EPT, c'est pas ce qu'il y a de plus EV. Mais bah, là, par exemple, pour le coup, il y a pour moi une beaucoup plus grosse EV à être au WPT à Las Vegas en fin d'année. Donc, je vais y être à la place de Prague. Et l'année dernière, j'étais aux Bahamas. Et là, pour le coup, il y a une différence de V qui est trop importante par rapport entre Bahamas et Vegas, selon moi. C'est mon point de vue. Hmm. Mais j'étais aux Bahamas en fin d'année l'année dernière et les tables étaient vraiment pas belles. En plus, là, j'ai regardé le programme. C'est que des tournois beaucoup trop chers, donc 75 000, 100 000. Enfin, c'est Hmm. des super high rollers. Et oui, il y a le 25 000 à 10 millions garantis qui est très attrayant. Mais à côté de ça, il y a trop peu de Hmm. tournois à jouer sur une semaine ou deux. Et donc, ça m'intéresse pas. Donc, et encore une fois, avec un fil qui est pas intéressant. Donc, je vais Hmm. aller à Vegas à la place. Et puis, en plus, j'aime bien être à Vegas. Donc, Il pose une même question. Est-ce que tu prends des mentorés? des. Des mentorés, le fait de toi être un mentor pour un élève. Il Euh, adorerait que tu l'aies comme mentor, quoi. Enfin, J'ai pas eu des très bonnes expériences, à la fois dans le coaching stacking et j'en ai eu une que j'ai en tête, très bonne. La première avec bah, Kylian que tu connais. hmm. C'est un très très bon souvenir. En dehors de ça, j'ai pas eu des tops expériences. J'en ai eu des bonnes et des moins bonnes, mais pas d'excellents souvenirs. Je pense que si j'aiderais des joueurs à l'avenir, ça serait soit pour un intérêt financier vraiment, et ça serait fixe à l'heure, ça serait pas du coaching stacking, ou soit gratuitement quelqu'un que je connais et à qui je fais pas payer parce que c'est, je sais pas, un cousin ou l'ami d'un ami, peu importe, mais je ferai pas forcément payer parce que il a pas les moyens et parce que je veux l'aider simplement, voilà. Non, tout ça. Euh, mais si, c'est quelque chose qui me plairait, je pense. Ok. Mais pas sur un grand nombre de joueurs. Ça serait pour une personne ou deux, quoi. Alors, une autre question, même si tu en as beaucoup parlé, comment tu vois ton approche du grind aujourd'hui, live, online? Tu disais que le online t'intéressait beaucoup moins. Format de jeu, est-ce que tu as aussi une projection pour la suite pour toi? Bah, comme je t'ai dit en privé, j'hésitais vraiment à faire ce Bankroll Challenge. Donc, si je le faisais, ça aurait impliqué, si j'avais décidé de me lancer dedans, ça aurait impliqué que je me remette au online. Et je dois dire que d'un côté, le online me manque. Le fait de jouer du multitap, de cliquer partout, de jouer à l'instant, je sais pas, ça me manque d'envoyer du volume, quoi. Ça me manque vraiment. Hmm. D'un autre côté, jouer derrière l'écran plusieurs heures comme ça et tout, genre je commence à préférer le jeu en live. Comment dire? Le fait de voyager, de changer d'environnement, de me retrouver à Barcelone, manger des tapas au bord de la mer, Hmm. puis après d'être à Las Vegas. Et, je déteste être dans les aéroports. Les transitions, c'est affreux. Mais les premiers jours où je me retrouve dans un live, les tout premiers jours, je viens d'atterrir à Barcelone et ouais, comme je te dis, je mange au resto avec des gens que je connais, prendre des tapas au soleil. Et puis voilà, c'est ce côté-là, changement d'environnement que j'aime bien. Ouais. Alors, une petite question dérangeante, il y en a deux, je les ai regroupées ensemble. Un gars qui demande, est-ce que tu mérites ce titre pété? Mais tu en as déjà beaucoup parlé, je trouve. Et l'autre qui dit, tu as la réputation dans la commu poker d'être une loot box. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est lui qui dit ça. Et il dit, comment répondrais-tu à ce genre de remarques? Du coup, la première question, est-ce que je mérite le PT? Ouais. C'est dur à dire. En tout cas, si moi je le mérite pas, personne ne le mérite. Et enfin, c'est trop dur à dire. Est-ce que je le mérite? D'un côté, on a envie de dire non, parce qu'il y a 2000 joueurs et j'ai dû en jouer 20 ou 30, des EPT ou 40, enfin peu importe avec les réentrées. Après, au vu de ma carrière et du volume que j'ai joué en live, j'ai beaucoup voyagé, je me suis acharné, j'ai eu des gros downswings, j'ai vécu des moments difficiles et j'ai jamais baissé les bras, j'ai continué de... Mais j'ai aussi pris beaucoup de temps off. Mais bon, je me suis écouté. Quand j'ai pris du temps off, c'est que j'en avais besoin. Donc, quand j'ai fait ce marathon du Mont Blanc avec 4 ou 5 mois de préparation, ou là, mon voyage en Asie, où j'ai privilégié ma vie perso au poker,
mais c'était des décisions qui étaient logiques pour moi. Je sais pas. Est-ce que je le mérite? Oui. Est-ce qu'en moyenne par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie, est-ce que j'en ai un en moyenne par rapport à tout ce que j'ai fait? Non. Je run légèrement over. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le méritent et qui ne l'ont pas eu. Donc voilà. Bon, c'est compliqué, hein, de toute manière. En tout cas, moi qui te connais maintenant depuis, je sais pas, 5 6 ans, un truc comme ça, t'as un volume de tentatives à des hauts niveaux qui est plus important que beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Tu prends des risques, tu as beaucoup d'ambition, on l'a vu déjà. Après, peut-être que tu travailles moins d'une façon standard, mais tu travailles à ta façon, tu t'écoutes et tu fonctionnes à ta façon. Et globalement, tout ça, en fait, bah, tu vas provoquer la chance quelque part. Et je crois que j'adore cette phrase spécialiste quelque part des émotions au niveau français qui s'appelle Christophe Hague, qui a écrit un livre, la chance d'un point de vue scientifique en fait. Et il dit, au lieu de dire j'ai de la chance, on devrait dire j'aide la chance. Et toi, je trouve que tu as beaucoup aidé la chance. Alors bien sûr, maintenant, est-ce que tu le mérites plus qu'un autre? Non. Mais est-ce que tu ne le mérites pas par rapport aux autres? Bah non, non plus en fait. Et c'est très compliqué. Ouais, la chance, ça me fait penser à. On en parlait avec un ami de Malte, tout ce qui est lié autour de la chance. Pour moi, la seule chance que j'ai eue, ou les seules chances que j'ai eues, c'est d'être né dans un pays qui n'est pas en guerre, avec une éducation qui est bonne, de parents qui m'ont transmis des bonnes valeurs. Tout le reste, je pense que bah, elle est provoquée. Enfin, c'est des décisions de vie, des choix de vie, des sacrifices. J'ai arrêté mon école de commerce pour aller à Malte. Ça, c'est quelque chose que peu de gens auraient fait. Est-ce que c'était trop risqué ou quoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai suivi mon instinct. Ça a payé. Mais ouais, comme tu dis, là, j'ai de la chance. Voilà. Ah, c'est ça. Après, ça veut pas dire qu'on va pas tomber dans le biais du survivant. Il y en a plein qui l'ont fait, ça n'a pas marché. Mais du moins, tu prends des risques. Et ça, personne peut t'enlever ça. Moi, je te connais et tu fais partie des joueurs high-tech qui prennent le plus de risques de ce que je connais. Des fois, ça se passe très mal et on perd des 50K, 100K. Tout le monde crie le luck, mais quand toi, tu drops pendant 1 an et demi et que je t'ai accompagné pendant 1 an et demi, que tu avais drop combien? Là, le gros downswing? Après, c'est une question de filtre. Parce que si toi, enfin, tu vois, quand t'enlèves, si je prends les filtres juste du downswing, c'est quelque chose comme peut-être 700K, 800K, j'en sais rien. Mais après, juste avant, j'avais gagné à Barcelone, je sais pas, genre 200K. Juste après, j'ai repris, tu vois, à Vegas et là, alors bref. Évidemment, évidemment. Mais malgré le fait que tu aies gagné, oser prendre le risque de reperdre une partie, en fait, ça peut être très douloureux. Et tu as plein de joueurs que je connais, en fait, qui ne prendront jamais ce risque parce que c'est trop pour eux. Donc tu fais quand même Et, partie des gens qui ont cette audace, en fait. Mais en tout cas, je me souviens m'être dit pendant ce downswing plusieurs fois, le moment où tu vas run good en live, si ça t'arrive un jour, profites-en, sois heureux, profites-en. C'est pas toujours comme ça. Rappelle-toi des moments où tu as run bad parce que ça fait vraiment mal. Donc quand tu run good, Ouais. souris et sois heureux. Et il faut que je me le dise là en ce moment, tu vois, sur mes prochains lives. Ah bah Je pense que super, super. Alors Pierre qui nous demande, est-ce que les tritons c'est un objectif pour toi? c'est dans mes objectifs. J'ai envie de les jouer. Après, je suis encore incertain parce que je ne me suis pas encore décidé à 100% sur la suite Bankroll Challenge ou non. Parce que même si je me lance pas dans quelque chose de très ambitieux en termes de Bankroll Challenge, je peux adapter ça par rapport à un sponsor ou quoi, quelque chose de plus petit. Mais en tout cas, les Tritons, c'est un objectif. Après, il faut que je vois est-ce que je le fais dans le cadre d'un Bankroll Challenge ou non. Est-ce que je le fais stacker ou non? Si je le fais pas stacker, bah, je vais pas jouer les tournois les plus chers des Tritons tout de suite. Mais je compte continuer à jouer en live. Comme j'ai dit, ça m'épanouit, j'aime faire ça. Et les tritons, ça me paraît être la suite logique dans un futur plus ou moins proche. Ouais. Top, trop bien. Toujours Pierre qui demande quelle est la meilleure pratique mentale que tu as implémentée dans ta vie de joueur de poker de haut niveau. Et il dit on t'a vu prendre des respirations pendant la table TV. Est-ce qu'il y a une pratique mentale que tu as implémentée qui marche vraiment très très bien pour toi? Récemment, non. Là, si je respirais, c'était pas en mode vas-y, je me fais cet exercice ou quoi. C'est peut-être, j'ai eu un moment où je me suis dit là, l'enjeu, il est énorme. C'est craque pas. Enfin, j'ai eu un moment où je me suis dit respire profondément, genre repose-toi, genre, enfin, fais pas de la merde. Genre là, c'est le moment Ressource-toi, c'est le moment c'est le d'être moment au où top. faut être présent, quoi. Ouais. Faut pas faire de la merde. Donc, Bah, j'ai pris ce moment j'ai eu un aha moment où je me suis dit, là, il faut que tu prennes du temps pour respirer.
les prochaines décisions vont être très importantes. Mais sinon, je dirais suite à la lecture de, je sais pas si tu connais ce livre, Le moine qui a vendu sa Ferrari. Si. Si on en a dû en parler, ouais. Hmm. J'ai lu le livre 2 fois et une troisième fois avec les prises de notes que j'avais prises, hein. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. Et suite à ça, comme tu sais, j'ai toujours galéré avec mes routines. Hmm. Mais j'ai déjà eu une excellente routine que j'ai pas réussi à maintenir, certes. Mais ouais, où je me réveille à heure fixe à 5 heures du mat, je vais au bord de la mer faire mon sport, je fais mes gratitudes, mes mantras, ces trucs-là. J'ai pas réussi à le tenir, mais je pense que ça m'a énormément aidé. Même si ça a été sur des périodes qui ont été courtes, que j'ai pas maintenu, ça m'a énormément aidé. Je pense que il y a des gens qui rigolent à ça. Tu vois, qui vont se dire, ouais, le coaching mental, ça sert à rien. Je sais pas, les mangeurs de graines ou ceux qui font leur mantra et qui prennent ça de haut. Mais je pense on soupçonne pas ce que la puissance du mental et il y a trop de choses qui sont inexplorées, qu'on connaît pas, liées au mental. Et je suis ouvert d'esprit sur beaucoup de choses. Et je pense que le fait, par exemple, d'écrire une phrase et de se la répéter 20 fois par jour le matin, et ben ça aide à. Par exemple, quand je courais, je me répétais, je suis le meilleur joueur du monde. Hmm. Et que ça soit vrai ou pas, je m'en fous. Je me le répétais, j'en étais convaincu en fait. Et je me l'imprégnais. Et c'est peut-être pour ça que derrière, quand je vais jouer sur une table, comme je disais, avec les meilleurs mondiaux, j'ai pas peur. Et peut-être que c'est faux et peut-être que c'est dangereux parce que je risque de me prendre des grandes claques. Mais tant pis, genre j'y vais sans Ça aucune fonctionne appréhension. pour toi. Ouais, ouais. Du moins. Conor McGregor fait pareil, Jordan a fait pareil, Mohamed Ali a fait pareil, t'en as plein qui font pareil. Ça crée des connexions neuronales à chaque fois que tu écris une phrase ou que tu relis la phrase ou que tu fais une visualisation. Et en fait, les réseaux de neurones après dirigeront un peu plus ton comportement à partir du moment où tu les as en fait densifiés et que ça crée comme des autoroutes neuronales. Les informations iront beaucoup plus vite et t'emmèneront vers ce comportement à la hauteur du fait que tu les aies lus et relus et relus et écrits et visualisés, etc. Donc il y a plein d'études aujourd'hui qui démontrent tout ça. Maintenant, ceux qui pensent que tout ça, c'est que des mangeurs de graines avec des petits cailloux et de l'encens, si ça marche pour eux comme ça, bah, tant mieux, quoi. Voilà, on n'est pas là pour dire exactement à chacun ce qu'il doit faire. Quel format tu conseilles en 2025 pour les 10 prochaines années en termes de rentabilité? Alors, toi, on sait que la notion de plaisir, c'est fondamental, mais pour Pierre, juste la notion de rentabilité. Pierre, il veut que de la thune, il s'en fout. Je pense que c'est très rare qu'il y ait un format qui soit beaucoup plus profitable qu'un autre parce que l'environnement fait bien les choses. Quand un format est plus profitable qu'un autre, ça va se savoir et des règles vont s'installer dessus et il y a un équilibre qui se fait. Moi, si je débutais au poker, j'essaierais d'aller dans un format comment dire, où je peux monter les limites jusqu'en high stakes. Genre, il y a Hmm. des formats, je dis au pif, le 8 game, ou enfin des variantes bizarres où il y a très peu de volume online, ou j'en sais rien, tu vois. T'as pas possibilité de trop monter les limites. Mais par exemple, en spin, tu peux jouer jusqu'en 500 nitro. Donc, en NTT, tu peux jouer jusqu'en STX, en cash game aussi. En vrai, la majorité des formats, tu peux jouer jusqu'en STX. Mais il y en a certains que j'ai pas en tête là. Mais il y a quoi? Si, il y a des formats à la con où tu t'es capé à jouer des moyennes limites. Il y a des gens qui vont aller là-dedans. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ok, tu peux gagner 3000 euros par mois, mais si tu dézoomes pour un projet de carrière, tu vas forcément devoir à un moment donné retourner sur un autre format, à moins que ton projet, ça soit de. Bah, après, chacun ses trucs, tu vois. Hmm. Mais pour moi, c'est très important, ouais, d'aller dans un format où tu puisses avoir un effet de levier. Maintenant, c'est moi qui vais te poser des questions. Donc voilà, on a fini avec Pierre. C'est Pierre Explorer, hein, pour tous ceux qui veulent suivre une jolie chaîne YouTube d'un mec bien authentique et sympa. Quel a été le moment de la vie où tu as douté le plus de toi? Je dirais en début de carrière, j'ai pas réussi mes études. J'étais un cancre absolu. Alors, mais j'étais pas fait pour ça. D'ailleurs, je pense que c'est pas qu'une question. Je sais pas si on en parlait avec toi, mais je pense vraiment que c'est pas qu'une question d'intelligence ou quoi. Il y a une question de maturité, puis il y a une question aussi de. On n'est pas tous faits pour rester 10 heures assis par jour sur une table à écouter des trucs qui nous intéressent pas au Bien final. sûr. On n'est pas tous câblés de la même façon et les études, ça convient à une partie de la population, mais pas à tous. Et Hmm. je pense que c'est mal foutu. Bref. Et du coup, j'avais aucun ancrage de réussite vu que les études s'étaient pas bien passées. Quand j'ai commencé le poker,
Ça s'est pas forcément très bien passé non plus. J'étais très immature et je sortais beaucoup et je privilégiais les soirées à ma carrière. J'avais pas cette logique d'accumuler de la bankroll et j'étais pas professionnel dans mon approche. Donc, je jouais 2 ou 3 mois et je dépensais ce que je gagnais et je pensais que le niveau allait être le même Hmm. dans 2, 3, 5 ans. Alors qu'en fait, le niveau a beaucoup progressé et je commençais à avoir des regrets sur le fait de pas avoir mieux fait les choses auparavant. Mais bon. Ça, c'est super important parce que ça montre que jeune, avec l'étude, pas d'ancrage de réussite, à la fac et tout ça, t'avais pas de confiance en toi. Et aujourd'hui, là, à t'écouter, t'as beaucoup de confiance en toi. Donc ça montre en fait que rien n'est figé, que tout évolue et tout. Ouais, mais j'ai mis Et c'est du beau. temps à l'acquérir, ouais, à Mm. cette confiance. Parce que dans mon grind, j'avais pas du tout confiance en mon jeu les premières années. J'ai eu des swings énormes, et comme je te disais, quand je voyais des pseudos de règles de limite supérieure, tout de suite T'as pour eu moi, un petit déclic sur la confiance? Un truc qui t'a fait vraiment te dire, ah ouais, pour moi, en fait, j'ai plein de trucs, plein de ouais, je pense qu'il y compétences. il y a la rupture amoureuse que j'ai eue avec mon ex. Je stagnais de bankroll aux alentours de 30 000 euros, entre 10 et 40 000 euros de bankroll pendant 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Et suite à cette rupture, c'est débile, mais j'ai voulu lui faire regretter le fait de me quitter, en mode lui prouver qu'elle avait tort, alors qu'en fait sa décision était prise. C'est débile, mais c'était ma façon de combattre un peu cette douleur. Hmm, Et du coup, derrière, je me suis mis au sport, j'ai arrêté de sortir tout le temps comme un dégène. hmm, Ma bankroll, elle a fait x10 en 1 an et demi. hmm. Je suis monté à 300 000, 200, 300 000 de bankroll très vite. Donc ça m'a servi d'ancrage pour le sud de ma carrière. J'ai réalisé que j'étais capable en fait de faire des choses bien. Et il y a eu aussi le voyage à vélo aux États-Unis, comme tu sais, Hmm. Seattle, San Diego, où pareil, je m'étais jamais fait du mal un peu dans le sport. Et c'est en lisant des livres et en visionnant des vidéos de Mike Horn, l'aventurier là, Ouais, sud-africain, bien sûr, bien sûr. qui m'a énormément inspiré. Et j'étais au Mexique et j'avais un mois à tuer, entre guillemets, dans un projet un peu semblable. Et je me suis dit, let's go. J'ai acheté un vélo, je suis allé à Seattle et j'ai rien préparé. Donc voilà, je vais pas en parler pendant cette interview, mais ça a été une expérience de vie absolument incroyable et ma meilleure, certainement. Et qui m'a beaucoup servi pour le poker, même si ça n'a rien à voir par rapport au poker. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec détermination, ouais, on est capable de beaucoup de choses. Ouais. Donc ça, c'est vraiment fondamental, hein, tout ce que tu dis. T'avais pas confiance en toi, t'avais pas de réussite et tout, t'as été piqué dans le vif, du coup t'as changé un peu plein de choses. On va dire que t'as changé ta méthodologie et tu t'es rendu compte que là, en fait, bah, ça fonctionnait de dingue et ça t'a donné confiance. Et très souvent, le manque de confiance repose sur une perception en fait qu'on n'a pas les compétences, alors que juste on n'a pas la bonne méthodologie. Et toi, quand tu as décidé de changer de méthodologie parce que tu étais piqué au vif, en fait, tout a changé. Et ça, c'est vraiment un message super important. Ouais, selon toi, Tom, quelle est la plus grande illusion que les joueurs entretiennent autour de la variance? Je pense qu'il y en a peut-être qui utilisent trop la variance comme excuse par rapport à leurs résultats, sans essayer de progresser sur des choses qu'ils peuvent contrôler. Mais parfois, c'est compliqué. Genre moi, j'avais conscience, par exemple, ces 18 derniers mois, que c'était essentiellement dû à la variance. J'ai pas non plus fait énormément l'effort d'essayer de progresser sur ce que je pouvais contrôler. J'étais certain d'avoir un edge, même s'il est petit. Je sais pas à quel point il est gros ou pas gros, j'en sais rien. Mais ouais, au moins d'être gagnant, quoi, et que, en tout cas, mes résultats ne reflétaient pas du tout le levé. Hmm, hmm, Je pense que certains, là, il y en a il y a des deux côtés. Il y en a certains qui la sous-estiment parce qu'ils run trop good, et du coup, ils se mettent à avoir un lifestyle beaucoup trop important et ils se rendent pas compte qu'ils run beaucoup, largement over. J'en ai vu beaucoup à Malte ou quoi. Voilà, ils ont gagné 2 tournois, mais ils réalisent pas qu'en fait, c'est pas normal et qu'ils sont au-dessus de levé. Donc, ça peut être dangereux. D'autres, à l'inverse, qui vivent l'enfer mais ouais, non, c'est compliqué comme question. non, c'est super compliqué et je te dis, j'ai été choqué là d'un post qu'on m'a envoyé aujourd'hui de Pads. Vraiment, je la redis encore une fois, 6 bots qui travaillent les uns contre les autres, qui jouent les uns contre les autres, ils ont fait cette simu, ils ont tous la même EV parce que tous la même strat. Et sur 1 million de mains, tu as des différences, je sais plus, je l'ai plus en tête, mais de 5 à 10% de win rate, quoi. Sur Non, non, je un le sais. million de mains, c'est juste un truc. Il y a, Moi, si j'avais un truc à dire et que ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, l'illusion, c'est de croire qu'on peut soit la contrôler par le travail, le progrès et tout, soit
de croire, comme tu le dis, que c'est elle qui explique nos résultats de façon générale. Les gens ont du mal à se positionner sur je vais, grâce à mon niveau, réussir à la battre, ou au contraire, c'est elle qui explique tous mes résultats. Donc, Non, mais oui, par rapport à ce que tu dis, par rapport au simulateur enfin, aux simulations, ouais. j'ai vu des trucs en spin et en MTT, des courbes de simulation sur, comme tu dis, sur des milliers de games, etc. Et effectivement, je te rejoins complètement. J'ai eu des discussions par rapport à ça avec des gens qui s'y connaissent très très bien. Et sur l'échelle d'une carrière live, etc., les gens ne se rendent pas compte à quel point il peut y avoir des écarts énormes en Hmm. termes de résultats. Et ceux qui sont en haut de l'affiche, je remets pas en question leur niveau, moi inclus, qui vient de gagner Hmm. le PT, run largement au-dessus de l'EV. Hmm. Et on peut parler de ceux qui gagnent des bracelets, etc. On se rend pas compte à quel point la variance est extrême, surtout sur un volume aussi faible. On joue genre quoi, 200 tournois par an, c'est Hmm. ridiculement Hmm. faible. Donc j'en connais qui critiquent un peu la variance et qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont protégés, je pense. Et à l'inverse, il y a des joueurs qui sont très 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 forts et qui sont dans l'ombre. Et c'est très dur de s'en sortir quand ça se passe très très mal et qui Hmm. sont dans les courbes là, les Hmm. plus basses. Hmm. Mais c'est dur. C'est cher le live et quand ça se passe pas bien, même online, genre ça peut être long en fait. Et ça fait partie. Il y en a qui font partie des meilleurs joueurs français et ils C'est sont très dans l'ombre dur. et certains abandonnent en fait. Ouais. Et ça, moi, j'en vois plein parce que quand on est dans ces moments-là, en général, on va avoir un coach mental. J'ai plein de gars dont les noms sont connus, en fait, qui traversent vraiment des trucs inimaginables, quoi, et qui sont dans ces bottom 5 ou bottom 1 ou quoi, et tu dis, waouh, c'est incroyable, quoi. Mais ce qui fait les tout meilleurs, ou en tout cas, enfin, ce que je dirais à ces gens-là, c'est de rien lâcher. C'est une fois s'ils arrivent à traverser ces périodes les plus difficiles qui soient, il y a forcément, enfin, forcément non, c'est jamais, mais il y a des grandes chances en tout cas qu'ils soient un jour au moins à lever, si ce n'est au-dessus, et qu'ils connaissent la réussite. Et une fois qu'ils auront traversé ces pires moments-là, ils auront une expérience à partager qui est juste incroyable, quoi. J'ai envie de dire que peut-être qu'ils ne la connaîtront pas non plus. Donc tu vois, moi je mets un peu de nuance dans ce que tu dis, mais qu'ils gardent en tête en fait que c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est déjà de vivre toute cette aventure, qui est un peu un rêve, qui est un peu un privilège, qui est un peu une chance, et d'essayer aussi de la savourer, même si elle est éminemment difficile. Et je te rejoins à un moment, ils auront aussi quand même un rattrapage, mais peut-être pas aussi complet. Mais le plus important est peut-être pas là. Le plus important est peut-être déjà d'honorer cette chance qu'on a de vivre une putain de vie, de rêve déjà. C'est quoi la plus grande leçon que t'aies appris avec le poker? Je sais pas, il y aurait plusieurs réponses possibles. Il y a beaucoup de parallèles avec la vie, avec, je sais pas, les relations humaines aussi. En tout cas, le poker l'univers dans lequel on est, m'a appris à mes dépens, qu'il faut un peu plus se méfier des gens. Je suis un Hmm. peu trop naïf et je réalise qu'il y a des gens qui sont prêts à faire vraiment des dingueries pour gratter de l'argent, pour voler, pour scammer, peu importe. Et il y a un pourcentage de la population supérieur à ce que je pensais il y a 10 ans qui est prêt à faire des dingueries, justement. En tout cas, de mon expérience. Ouais. Je ne saurais pas dire Donc de combien, faire mais attention, quoi. disons que ça. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que c'est un jeu d'argent et qu'il y a de l'argent qui fluctue, etc., ça amène ces personnes-là aussi. Je pense qu'il y a un pourcentage de personnes comme ça, scammers ou quoi, un peu plus important dans le milieu du poker qu'ailleurs. Mais ouais, ça m'a appris à faire un peu plus attention, on va dire. Hmm. Qu'est-ce que tu considères comme un vrai signe d'excellence chez un joueur au-delà des résultats chiffrés? C'est dur parce qu'on n'a pas tous le même fonctionnement. J'allais dire peut-être au niveau du travail hors des tables, mais comme j'ai dit, genre on fonctionne pas tous de la même façon. Selon Moi, toi? moi, je dirais plus sur la consistance, le fait que semaine après semaine, mois après mois, année après année, la personne soit toujours là, quels que soient les résultats, quel que soit l'environnement. Enfin, tu vois, ce qui fait à la fin qu'un joueur ouais, est meilleur qu'un autre, ou en tout cas reconnu par ses pairs comme étant l'un des meilleurs, c'est sa capacité à enchaîner année après année, faire le Hmm. travail, quoi, être là, quoi, quels que soient les résultats. Hmm. Donc la consistance aide la chance. Et je suis complètement d'accord avec toi. Si tu devais donner une seule habitude à cultiver pour durer 10 à 15 ans dans ce métier, ça serait laquelle? Une seule habitude pour durer 10 à 15 ans? Ouais. C'est dur si on doit en choisir qu'une. Ah, vas-y, deux ou Si on trois doit en si tu veux. choisir vraiment qu'une, Ouais. bah, ça serait ouvrir la boutique tous les jours. Si c'est online ou en live, faire du volume tous les jours. Sans volume, il n'y a pas de Et si résultat. t'en avais deux ou trois?
si on ajouterait une deuxième, ça serait forcément injecter du travail en parallèle. Parce qu'un conseil que je donnerais aux gens, surtout ceux qui débutent, c'est de ne surtout pas envoyer le volume sans Savoir en travailler. parallèle apprendre un minimum. Pas mettre la charrue avant les bœufs, mais C'est rigolo parce c'est que pas j'ai mal. entendu exactement l'inverse de la part d'autres interviewés qui disaient va jouer, accumule plein d'expérience et va trouver des solutions à toutes tes questions. Pour pas Non, avoir une oui, approche non, trop mais théorique. non, Mais tu vois, oui. c'est là où on voit les visions Non, différentes des gens. non, je suis d'accord avec eux aussi. Bah, en gros, ça dépend comment tu vois le truc. Mais en gros, oui, je pourrais conseiller la même chose. Genre, va jouer pendant, je dis au pif, 2 mois sans jamais ne rien étudier, ou 3 mois, peu importe. Mais au bout de ces 3 mois-là, maintenant que tu as compris les mécanismes, la logique du jeu, tout ça, là, commence à étudier en parallèle. Mais je suis d'accord avec eux. Dans un premier temps, essaie de comprendre la logique. Et ensuite, par contre, les ranges préflop, c'est important de les connaître. Comprendre la logique de la GTO, etc., c'est super important si tu veux monter les limites. Mais je suis d'accord avec eux. Dans un premier temps, il faut juste jouer, quoi. Euh, un truc un peu rigolo là, est-ce que tu as un rituel improbable ou une superstition avant tes grosses sessions? Je suis alors absolument pas du tout superstitieux et je suis très cartésien, terre à terre. Et pour moi, tout a, enfin bref, chaque chose qui se passe, il y a une raison pour laquelle elle se passe et tout est connecté, lié, tu vois, de cause à effet. Je suis pas du tout superstitieux. Et je dois dire qu'après 1 an et demi de gros downswing où j'ai l'impression de perdre tous les all-in et que tu me faisais me défoncer en live all-in après all-in après all-in, je commençais à avoir je sais plus ce que c'est, mais j'ai fait des actions où en mode je commençais à être superstitieux. Genre, tu Et regardes pas les cartes ou des trucs comme ça. non, ouais, dans le même genre de délire, mais c'était pas ça. Mais exactement ce genre de truc. Et j'étais là, mais en mode, dans ma tête, je me disais, mais t'es sérieux là? T'es pas cette personne quand même. Ouais, ça y est, t'as vrillé. Non, ouais, voilà, voilà. Non, globalement, je dirais que je suis pas du tout superstitieux. Non. Allez, on va s'approcher de la fin de l'interview. Il y a une question avant de passer aux 5 dernières minutes. C'est toi qui vas me la poser. Ça serait quoi? Une question un peu improbable que tu aimerais me poser. On inverse les rôles. Ok, tu couperas parce qu'il faut que j'hésite un petit peu. Vas-y, vas-y. Là, il y en a une qui me vient à l'esprit, mais c'est peut-être pas la plus pertinente. Mais je vais la poser. Pour moi, on a tous, et je dis bien tous, j'en suis convaincu, des vices. Personne n'est parfait. On a tous des trucs cachés. Enfin, parfois, c'est des vices qui sont publics. Genre, tout le Ouais. monde sait qu'on a des problèmes avec l'alcool. Hmm. Tout le monde sait qu'on a un problème avec le tilt, avec ci, avec ça. Mais ceux qui paraissent trop parfaits, ils ont des sales vices. Et toi qui es coach mental, qui est juste, entre guillemets, voilà, parfait d'apparence, quels seraient tes vices cachés? Ah, oh, putain, c'est une question piège. Euh, Ah, t'es pas obligé de dire, hein, ça peut être un Non, jardin non, secret. non, non, mais c'est super intéressant. Alors, j'essaie vraiment, tu vois, d'être authentique en fait. Alors, c'est pas un vice, mais on va dire un truc qui peut-être casse cette image, tu vois, peut-être propre que je peux donner ou je ne sais quoi. Je pense en fait qu'un truc que j'ai et que plein de gens savent en fait, c'est que j'ai des peurs, quoi. Tu vois, j'ai des peurs de pas y arriver encore, de pas continuer à y arriver, peur parfois d'être rejeté, peur de plein de trucs. Et pourtant, tu m'avais dit en Andorre, je me souviens, je sais plus comment on en était arrivé à cette discussion, tu parles de peur, mais tu me disais que tu n'avais pas peur de la douleur et que tu serais prêt à n'importe quoi dans certaines circonstances C'est en clair. termes de douleur Et, physique. et, et c'est ça, en fait, tu vois, que j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu as des peurs qu'en fait ça s'arrête. Mais des gens pourraient croire que soit quand tu es coach mental ou que tu es joueur high tech ou je ne sais quoi, ben t'as plus de peur, t'as plus de machin, t'as plus de trucs. Et en fait, moi, je suis un hypersensible et je suis habité par ça. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis coach mental, parce que j'ai dû résoudre en fait toutes ces problématiques en fait qui m'habitent en fait. Tu vois, la peur du rejet, j'ai dû en fait travailler dessus. La peur de la critique, la peur de la souffrance, la peur de plein de choses. Et j'ai dû travailler dessus. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tellement travaillé dessus que même quand elle se déclenche et qu'elle s'active, bah, je sais en fait donner du sens à ça et passer au-delà de ça. Donc, ouais, allez, ça serait, tu vois, un truc qui pourrait casser une image un peu trop propre ou quoi, même si j'en parle, voilà, ça serait peut-être pas un vice, mais j'ai envie de te dire, il n'y en a pas un croustillant. La Donc, je peur de pose une prouver, question. tu sais, avant, beaucoup, le besoin de prouver aux autres. Ça pourrait être un vice, tu vois, dans lequel j'étais. J'avais besoin de prouver que j'étais bon, parce que je me sentais pas assez. Donc j'avais besoin de prouver. J'ai l'impression que c'est un peu derrière moi, tout ça. Même s'il y a toujours
des relents, quoi, hein. Et c'est lié à des blessures d'enfance et tout le tralala. Nos blessures, elles nous accompagnent, je pense, toujours un peu, mais elles s'atténuisent à partir du moment où tu travailles dessus. Ça, quand même. Sinon, une autre question. Ouais. Vu que tu as coaché énormément de joueurs mentalement dans le poker, mais après, il y a beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit. Mais quels sont les leaks communs de la majorité d'entre eux? Quels sont les plus gros selon toi? Quels sont les axes de progression les plus évidents que n'importe quel joueur pourrait mettre en place pour augmenter son win rate avec un minimum de travail, Mhm. peu importe Ouais. quoi, lié au mental? Donc le numéro un, c'est l'insécurité que tout le monde en fait vit. Alors pour certains, c'est une insécurité financière, pour d'autres, c'est une insécurité intérieure, c'est-à-dire sur mon niveau ou alors même plus sur ma valeur. Tu as des gens qui identifient leur valeur en tant qu'être humain aux courbes de leurs résultats, ouais, clairement. Et donc il faut vraiment aller discuter avec toutes ces parties insécures qui sont liées déjà à des choses qu'on a tous dans notre ADN par rapport à un fonctionnement cérébral, mais parfois c'est l'histoire de vie et autres, et toutes les émotions qui vont arriver derrière, le tilt, l'impatience, l'énervement, l'injustice, le sentiment d'injustice, tout ça en fait ne découle que d'un seul truc en fait, c'est l'insécurité qui est au plus profond. Parce qu'à partir du moment où tu sais qu'un joueur, par exemple, c'est comme toi qui va gagner 1,2 million à Barcelone, bizarrement, il a plus du tout d'injustice de prendre les mêmes setups, il se sent tranquille et serein, et voilà. Et en fait, je crois qu'on est tous habités par ça et qu'on doit apprendre à mettre de la distance sur ces parties intérieures qui se déclenchent en fait en nous, ouais, une forme de mise à distance du fonctionnement cérébral, apprendre à connaître les blessures, mais pas s'identifier aux blessures. Ça, voilà, aux pensées, aux émotions, voilà. Et c'est des choses que je fais beaucoup. Donc pour moi, l'axe qui booste ton ROI de mutant, c'est reprendre le contrôle sur tes pensées et tes émotions. Là où tes pensées et tes émotions ne viennent exprimer qu'une seule chose, une insécurité plus profonde. Et beaucoup de joueurs ont le sentiment de ne pas être assez intelligents, assez doués, reconnus par les autres. Je dois être parfait pour réussir, etc. Et beaucoup de gens ont ce sentiment, tu vois, très profond de ne pas être assez, qui déclenche une insécurité intérieure, et toutes les émotions qui vont arriver ne viennent que de là. Donc après, Ok. le tilt, l'énervement et tout ça, ça vient que de là. Ok. Très belle Intéressant. question. Tu vas répondre au tac en vraiment une phrase très courte. On est dans les 5 dernières minutes. Je vais te poser une dizaine de questions. Donc, tu essaies de faire le plus concis possible. Quelle personne a le plus fortement influencé ta vie? Je m'attendais au poker. Du coup, j'allais dire Phil Galfond par rapport au poker. Alors, Euh, au poker, Phil Galfond. ouais, c'est la première personne qui me vient à l'esprit. Ma vie, ça va paraître prétentieux, mais je dirais moi-même parce que dans le sens, j'ai eu des sortes de traumatismes ou des choses qui se sont passées où j'ai vécu certaines choses et j'ai eu l'impression de devoir y répondre avec des choix parfois. J'ai pas envie de dire seul. J'ai pris des décisions de vie, si, seul en quelque sorte. Évidemment, il y a des gens qui ont avec qui j'ai pu discuter, qui ont pu m'aiguiller. Là, si je suis là où j'en suis aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est essentiellement par des choix personnels. Après, ça c'est s'il y a une seule personne. Après, s'il y en a d'autres, évidemment, ma fiancée m'apporte beaucoup de stabilité, mes parents m'ont éduqué et ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. Mais tu me dis d'en choisir qu'une seule. S'il y en a une seule, c'est moi. S'il y en a Mais trois, j'aime beaucoup parce qu'on sent que tu as une grande connexion avec toi-même. Tu t'écoutes beaucoup dans ton mode d'emploi personnel. mhm. Tu te parles, tu te soutiens, tu te donnes confiance. Donc c'est comme si en fait tu avais vraiment toi une belle relation avec toi-même en fait. Alors qu'en fait, j'en suis pas si sûr. En tout cas, j'y pensais, je sais plus quand récemment, mais on a tous, c'est un naturel. Je sais pas comment ça s'explique, mais on a tous tendance à être connectés aux autres, se connecter aux autres. Mais c'est quand même incroyable et sans jamais se connecter avec soi-même, se parler à soi-même, méditer, j'en sais rien, prendre soin de soi, manger correctement, faire du sport. Certains le font très bien, je dis pas, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je pense que c'est un leak global de la majorité des personnes sur Terre d'être trop connecté aux autres et pas suffisamment avec soi-même. Et parce qu'on leur explique pas que c'est possible et que ça Mhm. existe et que c'est pas de la schizophrénie. Et c'est tout le travail que je fais d'apprendre à créer une harmonie intérieure avec cette famille de petites parties intérieures à l'intérieur de nous. Donc, Mhm. ouais.
Quel a été un moment fort qui a changé ta vie? Tu as parlé tout à l'heure du fait que ta copine t'avait quitté à l'époque, ça t'avait touché et ça avait un peu tout changé. Est-ce que tu as un autre moment fort qui a changé ta vie? Encore une fois, Le je plus l'ai dit aussi petit plus possible. tôt. Ouais, ouais. Bah le voyage à vélo, Seattle-San Diego, ça a été un ancrage incroyable pour le reste de ma carrière en tant que joueur. Et puis même, Ok, trop j'ai- bien. Et ça me fait penser à un autre joueur, ça, Théo, on lui fait une bise, qui a fait aussi un voyage comme ça, qui s'apparente un peu à un chemin initiatique avec lui-même. Et il avait besoin de se retrouver, de se prouver des choses, et là il l'a fait, et en fait ça a changé plein de choses dans sa vie. Donc j'invite les gens à faire ça. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? de pouvoir, à ma façon, avoir pu contribuer à la réussite d'autres personnes, même si c'est pas des milliers de personnes. Voilà, s'il y en a Ouais, certains qui ont pu réussir grâce à mon contenu, je suis content. trop bien. C'est quoi un des meilleurs conseils que l'on t'ait donné? Que tout est possible. Et Le le pire pire conseil, conseil? il faut impérativement avoir des bonnes études pour réussir dans la vie. Voilà, j'y crois pas Ok. forcément. Si demain tu devais arrêter le poker, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi? Hum, que je suis quelqu'un de généreux, je dirais, pour ceux qui me connaissent de cette façon-là en tout cas. Disponible, encore une fois, pour ceux qui me connaissent sous cet aspect-là. Et ensuite, ouais, libre, qui se prend pas la tête, qui profite de la vie à sa façon. Voilà. Trop bien. C'est quoi le meilleur investissement que tu aies fait? Avec toi? Merci mon bébé. Avec toi, coaching mental. J'entendais un joueur connu qui disait que c'était overrated. Je pense pas qu'il ait tort, je pense pas qu'il ait raison. Encore une fois, je pense qu'il en faut pour toutes les personnes. Lui, il en a peut-être pas besoin, mais je pense que pour ceux qui en ont besoin, c'est extrêmement underrated. Donc, je dirais l'inverse de lui. J'ai eu mes meilleurs mois de ma carrière, pas forcément, enfin, en termes de progression par rapport à ma bankroll. C'était pas forcément avec toi, c'était avec un autre, mais peu importe, c'est pas le problème. Mais en tout cas, avec toi, ça m'a permis de faire cette masterclass. Par exemple, je galérais de ouf et j'ai réussi à être super productif grâce à toi. À chaque fois que j'ai eu des coachs mentaux et des séances régulières avec, ça pouvait pas mal se passer. C'est un free roll positif, en fait. Alors que quand j'étais livré à moi-même, j'avais beaucoup de mal à me cadrer et je partais un peu dans tous les sens. Et bref, j'ai besoin de ça, en tout cas, personnellement. Ceux qui arrivent très bien sans, tant mieux pour eux, mais je Ouais, dirais que on est tous différents. C'est quoi la croyance que tu as qui n'est pas partagée par tout le monde? bah, peut-être celle que j'ai dit avant, que tout est possible. J'entends très bien ceux qui diront oui, mais tu sais pas. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire croire à des gens que non, quelqu'un qui se donne à fond dans le poker, bah, il sera encore perdant au bout de 2 ans. Et c'est peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que j'ai un espèce de spectre et que je vois pas toutes les possibilités. Et mon expérience fait que je suis ultra optimiste, mais je vois pas que, ouais, certains peuvent avoir beaucoup plus de difficultés. Donc peut-être que je me trompe complètement là-dessus, oui. Tu pouvais manger avec une ou plusieurs personnes, vivantes ou décédées, ça serait qui? Hmm. Je dirais, par rapport à la religion, j'ai envie de dire des prophètes ou Jésus, j'en sais rien, tu vois. Quelques questions à poser quand même. Putain. Euh, je suis très, très, très terre à terre, cartésien, et j'ai du mal avec tout ce qui est miracle et ces trucs-là. Pour moi, enfin voilà. Donc oui. Après, ça reste une personne qui, 2000 ans après, fait partie des plus influentes, voilà, sur Terre. Décédée certes, mais incroyable. Du coup, beaucoup de questions à poser. Ça, c'est d'un point de vue plutôt spirituel ou religieux, mais sinon, par rapport au poker, je dirais Stu Ungar, si on reste dans le poker. Qui d'autre? Dans ceux qui m'ont inspiré, ouais, Mike Horn, dans cette capacité à ce dépassement de soi. Ça peut être des politiques aussi. C'est très intéressant. C'est pas du tout mon milieu. Il y a un côté qui me dégoûte, ce côté-là. De rapport au pouvoir, à l'argent, cette facilité de mentir et de manipuler les gens, ça me dégoûte, mais ça me fascine aussi. Cette capacité de pouvoir manipuler des masses comme ça. Ouais, il y a un côté, ouais, à la fois ça me repousse et à la fois je trouve ça intriguant, quoi. Donc, pas forcément des politiques actuelles, mais ceux qui ont réussi à manipuler des millions de personnes, que ce soit positivement ou négativement, peu importe, mais qui ont réussi à mettre derrière eux des millions de personnes et les faire aller dans une direction, quoi. Si tu pouvais mettre un seul message, mais peut-être que ça sera tout est possible, mais peut-être un autre message sur un mur 3 par 4 où tout le monde, les Champs-Élysées, passerait devant et verrait ton message.
Ça va paraître bateau et bidon. Mais vas-y, vas-y, ça vient du cœur. On n'est pas là pour faire Ouais, les ouais. philosophes ou quoi. Juste être soi-même. Ça va être bateau, mais je sais pas, genre des trucs bateaux, genre aimer votre prochain ou ça serait des trucs vraiment bateaux comme ça, quoi. Genre Aime ton prochain. Ah, écoute, c'est très bien. ouais. Allez, dernière question. Si tu avais un petit message à donner au Thomas, au petit Thomas de 12 ans que tu étais. Je reste vraiment sur ce créneau-là, mais parce que c'est ce que mon père aussi m'a beaucoup martelé quand j'étais petit, Mhm. et je lui donne raison, et je pense qu'il a raison. Mais bref, c'est sujet à débat. Tout est possible dans certaines conditions, évidemment. Là, je pourrais pas être champion du monde d'échecs, Mhm. mais en gros, jusqu'à tes 15 ans, quand tu es jeune, on est très flexible, on a tellement de possibilités. Tout est possible. Vis la vie de tes rêves, voilà, fonce. On n'a qu'une vie, quoi. Genre, Mortel. tout est possible. Je reste là-dessus. Super, Tom. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps. Ça va être une longue interview. On va la découper en plusieurs. Je te souhaite tout le meilleur. C'est un honneur, en tout cas, de travailler avec toi, d'échanger avec toi, de parler avec toi. Pareillement, J'adore. pareillement. Tu nous fais kiffer et juste continue comme ça à faire vibrer toute la commu et c'est trop bien. Merci à toi. J'en profite aussi pour te remercier. Tu fais un travail de fou. Toi, on n'en a pas assez parlé de toi d'ailleurs, c'était une interview pour moi, mais tu as aidé des dizaines, si ce n'est des centaines de joueurs à réussir. Tu as contribué à énormément de réussite. Je suis énormément reconnaissant comme beaucoup de joueurs. On parle pas suffisamment de toi parce que tu prends du temps, tout le temps pour les autres. Il faudrait faire une interview de toi à l'occasion. Ça pourrait être rigolo, ouais. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand plaisir. Si je suis ce Voilà. que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Voilà, je te dédicace Ah cette épée. bah, merci beaucoup, merci gros. Voilà, moi je suis touché par ça, c'est super sympa. En tout cas, si toi t'aimes ce type de contenu, t'hésites pas à liker, à commenter, à proposer des nouveaux invités que je pourrais comme ça décortiquer comme on l'a fait avec Thomas. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.